nous, professeur ordinaire, Malemba, Sakila Gilbert, secrétaire général chargé de la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Lubumbashi, attendu que Madame, le chef de travaux, Kayumba Msoba Gracia, née à Kassanze le 17 novembre 1977, et porteuse des grades académiques requis pour la présentation de l'épreuve de doctorat à l'université, attendu que Madame, le chef de travaux, Kayumba Msoba Gracia, s'est acquitté de frais relatifs à l'inscription au doctorat, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 185 2023 du 4 décembre 2023 pour procéder à l'examen de la thèse de doctorat de Madame le chef de travaux Kayumba Msoba Gracia, a déclaré celle-ci recevable vu l'arrêté ministériel numéro 0464 bar Minisuba Carmine bar MNB bar RMM bar 2021 du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'université de Lubumbashi, spécialement son article 1er et 2e, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat de Madame le chef de travaux Kayumba Msoba Gracia, et passons la parole au président du jury. Fait à Lubumbashi le 26 janvier 2024 pour le recteur de l'université de Lubumbashi, le secrétaire général chargé de la recherche, Malemba Sakila Gilbert, professeur ordinaire. Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole accordée. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, la présente étude s'intitule « Curricula de l'éducation traditionnelle de la jeune fille Luba du territoire de Bukama et son intégration sociale ». Nous sommes partis d'un constat selon lequel, un peu partout, principalement dans les chefferies et secteurs où nous avons mené cette étude, l'intégration de la jeune fille Luba du territoire de Bukama est visiblement faible, d'une part. Conséquemment, son intégration dans les différents secteurs de la vie pose problème, c'est-à-dire laisse à désirer d'autre part. La jeune fille Luba du territoire de Bukama, qui, même à l'heure actuelle, elle subit le même sort, malgré diverses tentatives en rapport avec sa libération face au modernisme. En plus, le mixage de deux éducations, traditionnelle et moderne, embarrasse beaucoup cette jeune fille Luba du territoire de Bukama. D'un côté, elle subit le poids de la tradition dans sa famille, dans son clan, bref, dans sa société. De l'autre côté, elle subit l'influence de la modernité dans son environnement. Ceci nous a permis d'en faire un sujet de recherche et apporter une contribution substantielle quant à ce. Eu égard à ce constat malheureux, nous nous sommes posé la question fondamentale suivante. Le curricula de l'éducation traditionnelle permet-il à cette jeune fille Luba du territoire de Bukama de s'intégrer socialement? Pour étayer la principale, nous nous sommes sentis obligés de poser une autre, à savoir,
traditionnelles de la jeune fille Louba du territoire de Bukama qui peuvent fragiliser son intégration dans les différents secteurs de la vie. Aux questions que nous nous sommes posées, nous avons répondu comme suit. Le curricula de l'éducation traditionnelle de cette jeune fille Louba du territoire de Bukama lui permettrait de s'intégrer socialement. En outre, certains facteurs de l'éducation traditionnelle qui peuvent fragiliser l'intégration de cette jeune fille Louba dans les différents secteurs de la vie seraient le contenu de l'éducation traditionnelle, les rites initiatiques, les interdits et autres. Monsieur le Président du jury, dans cette démarche scientifique, nous avons poursuivi des objectifs qui sont démontrer que le curricula de l'éducation traditionnelle permet à cette jeune fille Louba du territoire de Bukama de s'intégrer dans la vie sociale et afin d'en déduire un curricula réfléchi, adapté au milieu traditionnel et moderne Louba. Le deuxième objectif, répertorier ou identifier les éléments du curricula de l'éducation traditionnelle qui peuvent fragiliser l'intégration sociale de la jeune fille Louba du territoire de Bukama et proposer un modèle éducatif successible de la promouvoir dans les différents secteurs de la vie. Pour vérifier nos hypothèses et atteindre nos objectifs, nous avons recouru à la méthode d'enquête dans les soucis de collecter les données relatives à l'étude. Cette méthode d'enquête qui a commencé par la pré-enquête et le pré-test auprès de 20 participantes. Pour l'enrichir, nous avons fait recours aux différentes techniques, à savoir la technique d'entretien direct. Cette technique nous a permis d'être en présence des enquêtés pour recueillir différentes opinions sur tel ou tel aspect du curricula traditionnel. Des fois qui aboutissaient à des discussions houleuses parce que chaque participante voulait défendre son opinion. Nous avons fait recours aussi à l'observation directe. Cette technique nous a permis de cerner le problème en question. Et le problème en question, c'est l'intégration faible de cette jeune fille Louba du territoire de Bukama. La technique de questionnaire a été aussi au rendez-vous. C'était pour avoir plus d'informations sur la question afin d'enrichir les données de l'étude. Nous avons aussi utilisé la technique de documentaire qui nous a permis d'entrer en possession avec les différents documents territoriaux pour savoir la population, les limites géographiques du territoire de Bukama. Et ça nous a aussi servi à pouvoir faire la recension des écrits de différents auteurs dans le souci d'enrichir notre étude. La technique de boule de neige nous a servi pour constituer notre échantillon d'études. Vous vous conviendrez avec moi qu'à l'heure actuelle, il est difficile de rencontrer ou de trouver ces femmes-là initiées et éduquées traditionnellement. C'est cette technique qui nous a permis, à travers les informations fournies par une participante ou par des hommes vivant avec les femmes initiées, que nous avons pu rencontrer ces femmes et qui ont constitué notre échantillon d'études. Pour le traitement des données, l'équipe carré était au rendez-vous
vu la nature des données. Cette recherche a été menée auprès de femmes Luba, dont l'âge varie entre 50 et plus de 75 ans, toutes originaires du territoire de Bukama, province du Haut-Lomami, en République démocratique du Congo. Notre échantillon est constitué de 150 femmes initiées traditionnellement, réparties en 2 tranches d'âge, dont la première à l'âge de 50 à 75 ans, et le nombre est de 105 femmes initiées. Et la deuxième tranche d'âge de plus de 75 ans, dont le nombre est 45 participantes. Et le total nous fait 150 participantes. Quant à la délimitation dans l'espace, dans le temps et dans le domaine, cette étude a été menée en pleine période de Covid-19, commençant par l'année 2020 jusqu'à l'année 2023 avec la levée de mesures barrières. Et dans les territoires de Bukama, dans de différentes chefferies et secteurs, entre autres la chefferie de Kibanda, la chefferie de Kabondo-Dianda, la chefferie de Kinkonja et dans le secteur Walaba. Dans le domaine de l'ethnologie de l'éducation, parce qu'il est question d'étudier un aspect ethnique de ce peuple Luba, qui est le curricula traditionnel. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, hormis l'introduction et la conclusion, cette étude comporte 4 chapitres, à savoir: le premier, sur les considérations conceptuelles et théoriques, définit les concepts clés et connexes, développe les théories fondamentales et secondaires, ainsi que la revue de littérature. Le deuxième, sur la fille Luba face à l'éducation traditionnelle et moderne, parle de l'éducation de la fille en général et en particulier de l'éducation traditionnelle et moderne de la jeune fille Luba du territoire de Bukama. Le troisième, relatif aux considérations méthodologiques, est axé sur la description du terrain d'étude, la présentation de la population, de l'échantillon, des instruments de recherche et des variables et leurs indicateurs. Le quatrième et dernier chapitre sur les résultats présente les données, analyse, interprète et discute les résultats de la présente étude. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, concrètement, les résultats de cette étude se présentent de la manière suivante. Pour la plupart des participantes, l'éducation traditionnelle était d'une importance capitale, car elle contient des valeurs intrinsèques de la société à laquelle elles appartenaient, ou elles appartiennent. Les filles adhéraient facilement, car c'était ça leur mode de vie. Mais le modernisme en a dilué son contenu et le bien fondé de cette éducation, mettant ainsi à mal sa quintessence. Pour leur part, les hommes en général considèrent ces femmes initiées et éduquées traditionnellement. Toutefois, la femme moderne est réticente quant à ce. De ce qui précède,
une dialectique entre la tradition et la modernité s'impose et devrait trouver un terrain d'entente pour éclairer les lanternes de la femme, voire même l'homme, car tous deux sont confrontés au changement de la société dans laquelle ils vivent. C'est ainsi qu'avant de transposer les valeurs traditionnelles dans la vie actuelle ou de le rejeter en bloc, il importe de faire le tri et de comprendre le sens et la portée de ces valeurs et pouvoir les adapter dans les milieux ambiants au lieu de les rejeter catégoriquement d'autre part. Car tout n'est pas épine dans l'éducation traditionnelle. Il en sera de même pour les autres valeurs qui nous viennent de l'extérieur, car tout n'est pas rose. D'où la pertinence de notre contribution aux sciences de l'éducation avec ce modèle éducatif du curricula réfléchi que nous avons proposé, faisant la symbiose de valeurs traditionnelles et modernes et pouvant permettre à cette jeune fille de s'intégrer dans la vie sociale. Présentement, le modèle du curricula traditionnel, moderne et réfléchi se présente devant nous. À gauche, nous avons le curricula traditionnel avec ses différentes valeurs. À droite, nous avons le curricula moderne avec ses différentes valeurs. Et le milieu, c'est ce que nous avons dénommé le curricula réfléchi. Ce curricula réfléchi est une réflexion que nous nous sommes imposés de pouvoir sélectionner les valeurs que nous avons jugées conformes et pouvant permettre à cette jeune fille de pouvoir s'intégrer dans le curricula traditionnel. Nous l'avons ramené au milieu dans le curricula réfléchi et les valeurs que nous avons jugées conformes dans le curricula moderne que nous avons ramené au milieu dans le curricula réfléchi. C'est par exemple certaines valeurs qui figurent là-bas. Il y a l'accueil, l'entraide. Aujourd'hui, dans le monde actuel, nous sommes confrontés à cette difficulté comme par le passé. La communauté ancienne savait accueillir, savait s'entraider et savait aussi se solidariser dans les différentes situations, surtout malheureuses. Quand un voisin perd son enfant, c'est la communauté qui passait de maison en maison pour se cotiser et ramener les choses collectées au deuil. Mais aujourd'hui, c'est celui qui a perdu, qui doit encore chercher le thé, qui doit encore chercher à boire pour donner aux gens qui sont venus. Pourquoi ne pas ramener cette valeur dans l'éducation moderne pour être soudés, que nous soyons vraiment appelés le vrai Africain, pourquoi pas à la vraie fille Lumba du territoire de Bukama. L'entraide s'est manifestée à travers, par exemple, les gestes on a toujours appelé ça Kibourimba. Aujourd'hui, on cultive dans le champ de Kassongo. 2 jours après, c'est dans le champ de Ilunga. Après la saison de pluie, tout le monde a son champ et tout le monde a à manger toute la saison. Mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Dans autre valeur, par exemple, l'accueil. Dans la communauté traditionnelle, nos mamans préparaient la nourriture et les mettaient en dessous d'un arbre. Même un passant qui n'était même pas connu, étranger, pouvait s'approcher, se laver les mains, manger et dire merci et il partait. Donc tout le monde était le bienvenu dans cette communauté traditionnelle. Mais aujourd'hui, avec le système de petites poules là, tout est comptabilisé. Par exemple, l'octroi maintenant aujourd'hui de la parole à la femme, qui n'était pas comme par le passé, la femme était privée de parole. L'octroi de la prise de décision dans ce curricula réfléchi, comme moderne, qui n'était pas comme pour le passé, la femme était privée de décision. C'est l'homme qui décidait, c'est l'homme qui parlait seul, et la femme était là pour subir. C'est cet octroi-là de parole, de prise de décision, de considération de la femme et surtout aussi de l'instruction que nous avons aussi ramené dans les curricula réfléchis. L'ensemble de tout ça
pourra éclairer cette fille louba du territoire de Boukama. Pour ton application, elle sera capable de s'intégrer dans la vie sociale. Monsieur le Président du jury, au vu de ces résultats et du modèle du curriculum réfléchi que nous avons proposé, nos hypothèses sont en majorité confirmées et nos objectifs sont atteints. Avant que nous ne terminions, nous voulons remercier tout ce monde qui a concouru pour que ce travail soit soutenu aujourd'hui. Nous remercions le comité de gestion de l'université de Lubumbashi, la meilleure, les autorités de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, le comité de gestion de l'université Laval du Canada, particulièrement. Nous remercions le professeur Kalenga Mwenzemi Jackson, promoteur de la thèse, professeur ordinaire. Les professeurs Lubamba Kibambelangai Antoine et Elenga Sandunguna Pascal Barthez, respectivement co-promoteurs et membres de la commission d'encadrement. Nous tenons aussi à remercier tous les professeurs de la faculté, les chefs de travaux, les assistants, les agents administratifs et techniques de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Nous tenons aussi à remercier, où notre gratitude va tout droit à nos chers parents biologiques, ici représentés par la grande famille. La famille de Moubatouté, Lubamba Jean-Félix, et la famille de Lungawa Sadile et Douiche, aux amis et connaissances, confrères et consorts dans l'église mère. Enfin, nous remercions Monseigneur Kalalaka Sebe Jean Natal, évêque du diocèse de Kamina, évêque émérite, et son successeur, Monseigneur Kakuji Muzinga Léonard, ici représenté. Nous remercions Monseigneur Soloti Sangwa Fabana, promoteur du complexe scolaire d'Imani portant son nom, ici représenté par la grande direction d'Imani. Nous tenons à remercier la révérende sœur Marie-Pierre Goïka Ondé, le doyen honoraire de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, professeur Goï Fiama Pitandile Balkazar, professeur émérite. Et nous remercions le recteur honoraire Tchabou Mumba, Île-de-France, professeur émérite, pour tous les bienfaits à notre égard. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, merci de votre attention soutenue. Merci, chef de travaux Kayumba. Vous pouvez vous asseoir. Merci parce que vous nous avez épargné de 3 minutes, mais qui ne seront pas accordées aux membres du jury qui gardent leurs 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez. Avant que je ne puisse intervenir, je voudrais remercier de vive voix les membres de la commission d'encadrement qui m'ont accompagné et en même temps encadré notre impétrante. Trouvez ici l'expression de mon profond respect. Chef de travaux Kayumba, Soba Gracia. Ce 26 janvier 2024, c'est une grande journée pour vous. Mais pour moi, je développe 3 attitudes. La première,
c'est la nostalgie. La nostalgie, vous étiez mon étudiante, mon assistante, chef de travaux, etc. Mais aujourd'hui, vous quittez la cellule. Le sevrage, quelle peine pour moi. J'ai aussi une attitude de joie parce que je viens de produire une homologue bien formée. Ma fille aînée, scientifique. Quelle joie immense pour nous. Troisième attitude, donneur des leçons. Chef de travaux Kayumba, Gracia. Vous traversez vers la case des grands. Et cette case exige l'humilité, la modestie, le sacrifice, le service, l'abnégation, le travail, rien que le travail pour votre évolution académique et bon encadrement de la jeunesse congolaise. Suivez notre exemple, ne vous égarez pas. Lorsque je parcours cette dissertation doctorale, je me rends compte que le travail est bien fait. Le travail est propre, bien aéré, bien orthographié et même lisible. La méthodologie appropriée, l'interprétation et la discussion des résultats sont bien fouillées et compréhensibles. Bref, le travail est bien fini. Toutes mes sincères félicitations. Cependant, parce que c'était le travail, il faudrait poser quelques questions. J'en ai deux, peut-être qui peut susciter la troisième. La première question, je viens fraîchement du territoire de Bukama. D'ailleurs, je te félicite encore. Quand j'allais me promener à Malebakoulou, je t'ai rencontré à Kabondo Dianda en train d'administrer les questionnaires. Ça m'a beaucoup réjoui et j'ai dit aux amis avec qui on était, c'est notre impétrante de la faculté qui vient de Lubumbashi. Ça m'a vraiment réjoui et je vous félicite encore davantage. Mais je viens fraîchement du territoire de Bukama il y a 1 mois et demi. Le souci que j'avais, c'était de voir la fréquentation scolaire des jeunes filles Luba de Bukama. Malheureusement, c'était pendant les vacances de Noël. Mais quand je parcours la page 56, 57, 58, une des conditions pour que la fille Luba du territoire de Bukama s'intègre harmonieusement dans les différents secteurs de la vie, c'est aller à l'école. Ma question est la suivante. Avez-vous l'idée du taux de scolarisation de la jeune fille Luba du territoire de Bukama? Taux de scolarisation. Je voudrais que, Monsieur le Président, que nous travaillions du tic au tac. Vous pouvez répondre. Taux de scolarisation des filles de Luba de Bukama. Oui, vous pouvez répondre. Le président n'est pas là. Merci, monsieur le professeur, pour la question posée. Vous demandez si j'ai un peu l'idée du taux de scolarisation des jeunes filles Luba du territoire de Bukama. Monsieur le professeur, nous avons mené l'étude sur le curricula de l'éducation traditionnelle et l'intégration de cette jeune fille Luba, l'intégration sociale de cette jeune fille Luba. Avoir le taux de scolarisation, bien sûr, comparativement à l'ancien temps, il y a quand même les filles qui fréquentent l'école, mais pas vraiment
au pourcentage que nous voudrions qu'elle fréquente, il y a quand même un changement. Mais c'est une autre brèche que vous ouvrez peut-être sur le taux de la scolarisation qui pourra aussi nous permettre à redescendre encore sur le terrain. Maintenant, encore une autre étude sur les taux de scolarisation. Merci, cher professeur. Merci. La deuxième question. Aujourd'hui, vous êtes devant les jurys, le public. Vous présentez publiquement les résultats de votre recherche à l'université de Lubumbashi. Ma question est la suivante. Comment les femmes, voire même les filles plutôt, Luba du territoire de Bukama, d'ailleurs les plus concernés, peuvent bénéficier de ces résultats? Vous avez mené l'étude à Bukama, vous présentez les résultats à Lubumbashi. Les filles et les femmes de Bukama ne sont pas ici. Comment elles peuvent bénéficier de vos résultats? Merci, monsieur le professeur, pour la question posée. Vous voulez savoir comment les filles ou les femmes du territoire de Bukama peuvent bénéficier de ces résultats. Monsieur le professeur, comme par le passé, on a été dans le même territoire pour les mémoires de DEA qui portaient sur la sexualité traditionnelle de ces femmes Luba du territoire de Bukama. Après notre défense de ces mémoires, nous nous sommes organisés de descendre sur le terrain, de retourner encore dans ce territoire. Dans les villages, nous avons collecté les données et nous avions fait la restitution de ces résultats. D'ailleurs, dans la ville urbano-rurale de Luena, j'avais réuni les dames, voire même les hommes avaient préféré d'être là, dans l'église catholique où j'avais fait cette restitution des résultats. Ça sera aussi ainsi avec les résultats de notre thèse, parce que le territoire de Bukama, c'est notre fief. Nous y serons professeurs. Merci. La troisième et la dernière, c'est une question de curiosité mais qui vaut. Je me rends compte que vous êtes assise dans la matière. Merci. Mais quand je parcours la page 68 de votre dissertation, où vous définissez les rites initiatiques, je vais plus loin à la page 185, où vous parlez des scarifications. Vous dites que les scarifications ont trois buts: le but identitaire, le but esthétique et le but sexuel. Mon problème est le suivant. Chef de travaux Kayumba Sowa Gracia, avez-vous subi les pratiques initiatiques des deux parmi les trois buts des scarifications? Où est-ce que vous vous situez? Voilà. Répondez à la question. C'est la dernière? Oui. Votre directeur, de manière précise et concise. Merci, Monsieur le Président, de la parole m'accorder. Merci, professeur, de ces deux questions posées. Vous voulez savoir si j'ai subi les pratiques initiatiques? Professeur, ces pratiques initiatiques s'est passé en brousse. Moi, je n'ai jamais été en brousse. Mais n'empêche que nous puissions avoir quelques notions sur ces pratiques-là, initiatiques, mais dans nos maisons, peut-être autour du feu au village avec nos grands-mères, qui nous apprenaient comment prendre soin de son corps, donc les bains intimes, ainsi de suite. Ça, nous avons suivi ces conseils-là.
Mais quant à être en brousse et subir ces pratiques-là, subir les scarifications, et ainsi de suite, je ne l'ai pas subi. Mais parmi les 3 buts de scarification, où est-ce que je me situe? Je ne suis nulle part, cher professeur. Les scarifications pour l'esthétique ou la beauté, je n'ai rien sur mes joues, mon front. Les scarifications, abus sexuels, je n'ai pas de scarification sur la hanche, ni sur la cuisse, ni dans le ventre. C'est vide. Donc je n'ai pas ça. Les scarifications pour but d'appartenance sociale ou identitaire, je n'ai rien, cher professeur. Merci, ce sont les éléments de réponse que j'ai réservés à votre préoccupation. Merci. Ceci étant, nous passons au deuxième intervenant, le professeur Denis Saba. Madame Kayumba Soba, nous avons suivi avec beaucoup d'attention dans la rédaction de cette thèse. Je ne voudrais pas perdre beaucoup de temps parce que le promoteur a déjà dit félicitations. Je me joins à lui parce qu'il faut que je gagne le temps dans les questions. C'est-à-dire, je vous ai félicité. Je voudrais revenir sur 2 éléments d'observation. Allez à la page 144. Là où vous présentez les résultats. Vous êtes là? 144. Prenez le chapitre 4 aussi. Là où vous présentez les résultats. Vous allez dire, mais le prof, c'est quoi encore? Ici, c'est l'examen. Je dois aussi vérifier si vous avez respecté ce que nous avions dit. Vous êtes là, vous avez les résultats. Souffrez rapidement après la dernière phrase de « nous rejetons ou nous acceptons ». L'hypothèse. Là, c'est correct, vous avez corrigé selon ce que nous avions demandé à vous de faire dans la même salle. Mais qu'est-ce qui vient après? Une litanie d'éléments qui n'entrent pas dans ce qui carré. Qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que nous vous avions dit, prenez ces éléments qui sont importants, mettez-les là où vous interprétez les résultats. Est-ce qu'il y a une raison qui vous a poussé à les laisser là-bas? Parce que ça n'entre dans aucun qui carré. Est-ce qu'il y a une raison? Je réponds à ta place, quand tu restes calme, il n'y a pas de raison. Et donc, ça ne devrait pas être là. Dans le texte que l'on doit déposer à la bibliothèque, vous devez amener ces éléments là où ils doivent être. Ici, c'est comme du cheveu dans une soupe. Ça ne peut pas être là. Vous avez même cité ces éléments. Si vous pouvez indiquer quelque part tel élément, c'est dans tel qui carré, tel élément, c'est dans tel qui carré, il n'y en a pas. Vous avez oublié. Il faut présenter les meilleurs pour vous. Ça, vous devez corriger. Il en est de même quand nous allons à la conclusion, ce que nous vous avions dit là, ça n'y est pas. Nous avons suivi le travail, nous ne pouvons pas vous poser des questions sur ce que vous n'avez pas fait, alors que cela avait fait l'objet d'une grande séance dans cette salle. J'ai mis les éléments sur un papier. Vous allez encore récupérer l'exemplaire et vous allez corriger le texte à déposer là-bas. Parce que si nous devons relever tout ce qu'il y a comme faille, nous nous salissons nous-mêmes. En ce moment-là, ça n'aura plus le sens de dire on a dirigé. Vous prendrez. Nous allons ensemble placer ces éléments-là. Il y en a comme ça. Le texte reste un très bon texte.
Mais il y a eu seulement un entêtement quelque part qui va nous obliger, nous deux, à revoir. Deuxième étape, c'est le questionnement. Je reviendrai à la question qu'il a posée. Je ne sais pas pourquoi il l'a posée avant moi. Hein? Je veux revenir autrement. Ma première question. Dans le curricula, il y a plusieurs curriculums. Quand je regarde ce que vous avez présenté, en dépit de votre contribution, quels sont les sujets qui doivent rester permanents aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Deuxième question. Intégration de la femme. La femme ne peut pas s'intégrer là où il n'y a pas de garçons ou les hommes. Parce que vous êtes resté seulement du côté de la femme. Est-ce qu'il y a une raison? Vous l'aviez donné à son temps, maintenant vous donnez au public. Pourquoi vous n'avez parlé que de la femme? Il ne s'agit pas de la femme qui vient s'intégrer au marché. Elle s'intègre dans la vie où il y a les hommes. Troisième petite question, c'est sur la scarification. Je ne voudrais pas te faire souffrir, je réponds parce que tu n'as pas donné les éléments qu'il fallait à mon collègue. Scarification, c'est là de parler des sociétés. Chez nous, il y a à Cabinda, chez les Basongue, il y avait deux sens. Le premier sens, c'était de lutter contre les gens de Zanzibar qui venaient acheter les esclaves. Ils ont décidé de prendre de belles filles et de beaux garçons, de les scarifier pour que les acheteurs, quand ils viennent, on les a placés comme à l'avant-plan. Dès qu'ils arrivaient, ils se disaient, oh, mais les premiers acheteurs nous ont dit, il y a des beaux garçons, il y a des belles filles. C'est ça qu'on appelle beaux garçons et belles filles. Lorsqu'ils sont repartis, c'était fini aussi cette traite de noirs. Deuxième, lorsqu'on a parlé de scarification, que l'on peut aussi aujourd'hui prendre en compte, scarification comme beauté. L'homme avait le goût de regarder son épouse quand on l'avait tatouée. Celle d'aujourd'hui n'accepte pas. Elle devenait belle par rapport à l'homme. On n'est pas belle par rapport à la société. Et c'est ça qui a fait que l'on a dit, lorsque vous avez les scarifications au niveau des cuisses et des ventres, c'est pour que, lors des rapports sexuels, parce qu'il y a transpiration, que l'homme ne puisse pas continuer à glisser sur le corps. Je sais que vous avez mâché les mots, c'était difficile pour vous, mais j'ai voulu parler. C'est ça. Et ces éléments-là avaient une grande importance dans leur vie. Il en est de même, des bains, vous avez seulement dit bain. Bain, quel bain? Bain, les gens vont même dans les rivières se baigner. Il s'agit des bains des parties intimes. Les parties intimes ont demandé aux femmes, elles devraient le soir avoir de l'eau chaude pour chauffer le corps jusqu'à l'intérieur, alors que l'homme devrait prendre l'eau froide pour retarder un peu la beauté de l'acte sexuel. Malheureusement, ici où nous sommes, tout le monde sait eau chaude, vous chauffez quoi, on ne sait pas. Alors, vous n'avez pas donné ça facilement. Je vais vous poser une toute petite question. Qu'est-ce que le public et nous-mêmes pouvons retenir? Je n'aime pas le terme intégration parce que même toi-même tu n'es pas intégré. Qu'est-ce que l'on peut retenir
ce travail qui est bien fait. Voilà ma dernière question, Monsieur le Président, je vais répondre et je finis. Merci, cher professeur, pour les questions posées. Nous en avons 3. La première, quels sont les sujets qui doivent rester permanents aujourd'hui dans les curricula proposés? Pourquoi vous n'avez parlé que de femmes et pourtant cette femme vit aussi avec l'homme? Et la troisième question, qu'est-ce que le public et nous-mêmes pouvons retenir de ce travail? Cher professeur, comme nous l'avions expliqué pendant notre exposé, les sujets que nous pouvons, qui doivent être permanents, donc jusqu'à l'éternité, ce sont ces valeurs-là que nous avons sélectionnées et mises dans ce curricula réfléchi. Entre autres, il y a l'observance des justes et coutumes. C'est cette observance-là qui fait de nous un peuple africain ou une fille Louba du territoire de Bukama. En gardant les justes et coutumes, on sait aussi nous identifier que tel est de tel coin. Nous avons aussi les valeurs que nous avons épinglées ici, le respect et la considération des aînés. Ça doit toujours rester. Un aîné reste un aîné, mais n'empêche que nous puissions aussi peut-être lui faire voir là où ça ne va pas, mais avec beaucoup de respect et de considération. Nous avons l'entraide que nous avons épinglée. Cette communauté où nous nous aidons mutuellement. Ça doit rester. D'ailleurs, c'est ce qui a toujours caractérisé l'Afrique entière. L'entraide, la chaleur d'accueil. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. Il y a beaucoup de valeurs que nous pouvons conserver, même dans le monde actuel, qui pourront faire de nous des femmes intégrées. La deuxième question, pourquoi nous avons parlé que de la femme? Le sujet, cher professeur, porte sur la femme. N'empêche que prochainement, nous pouvons aussi mener cette recherche avec le même sujet sur les hommes. Parce que nous sommes des scientifiques. Nous sommes ce qu'on a toujours appelé comme les médecins sans frontières. Nous n'avons pas de frontières, nous les scientifiques. Peut-être prochainement, je peux encore le même sujet et voir aussi, vérifier chez les hommes, toujours sur la même situation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, nous publics? Nous publics, nous pouvons retenir ce qui suit. La modernité, oui, mais ne perdons pas de repères. Parce que nous sommes Africains en général. Et nous sommes cette fille Louba du territoire de Bukama. La tradition, oui. Mais la fille est censée aussi participer au développement de sa communauté, tout en s'intégrant aussi dans la société à travers les valeurs que nous pouvons recueillir de ce curricula moderne, entre autres, l'instruction, la prise de parole, la prise de décision, surtout pour ce qui me concerne, moi, femme. Je dois savoir pourquoi et comment, mais pas venir m'imposer. C'est ce que je peux dire au public. Merci, cher professeur. Monsieur le doyen président de ce jury, on n'est pas le recteur de l'université. Je ne dirai pas non parce que nous avons pu parler à l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape consacrée à la recevabilité et la présoutenance. Mais avant que je n'intervienne, je vais m'acquitter d'un agréable devoir, c'est celui de dire un grand merci aux autorités des canaux départementales en général et principalement au professeur Kare Kamozeli et Jackson et le professeur Bamba
Kibambé Langaï Antoine, respectivement promoteur de la thèse dont il est question ici et copromoteur. Moi, je vais jouer le rôle de membre. Merci beaucoup pour vos marques de confiance et de délicatesse. Nous avons devant nous une impétrante que je connais personnellement à la personne de la chef de travaux, Kayumba Soba Grassi. Je l'ai connue comme étudiante dès le départ, en première graduée, en graduant ma licence. J'ai été directement et indirectement associé à son DEA et au finish, je me suis retrouvé comme membre de son comité d'encadrement dès le départ, c'est-à-dire dans les 3 staffs et jusqu'au niveau de la finalisation de la thèse qui est à l'honneur aujourd'hui. Je salue la qualité du texte. J'ai aimé la dernière mouture, ça je vous le dis sincèrement, sans vous flatter, sans fausse modestie. Vous avez réussi à produire un travail sur le plan de la forme. Ouverture Bible, papier Bible. Je sais que ça coûte de l'or. Je vous en félicite. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous saluer, une fois de plus, votre humilité légendaire et surtout votre patience. Quand je souligne patience, c'est parce que je sais que cette thèse devait être défendue à la fin de l'année académique passée, mais les autorités avaient leur raison pour geler la soutenance au début de cette année. J'ai salué votre patience parce que vous ne vous êtes pas agité et vous avez pris ça sportivement et spirituellement. Chapeau bas. Beaucoup de fleurs. Sous un autre registre, j'ai aimé votre attitude pendant que vous terminiez votre travail, pendant que vous attendiez la programmation de la cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui. Vous avez été frappé d'un grand événement malheureux. Vous avez perdu votre cher papa. Mais c'est vrai, c'était douloureux, mais vous avez transcendé et vous avez continué votre chemin scientifique. C'est ce que nous appelons dans nos cours de méthode de recherche l'opiniâtreté. Quelles que soient les circonstances, qu'il y ait paix ou guerre, une recherche scientifique ne s'arrête jamais. On pleure, on enterre, on se remet au travail jusqu'à atteindre les objectifs et le recette assigné. C'est une bonne attitude pour un grand chercheur. Je vous en félicite. Concernant les remarques majeures que le secteur du jury a mises à votre disposition, pour moi, en tout cas, au-delà de toute considération, j'estime que la plupart des remarques majeures ont été intégrées. J'ai parcouru diagonalement le travail. Vraiment, félicitations pour cet effort d'intégration. Évidemment, vous ne serez pas satisfait tout le monde, mais le gros du travail est fait. J'ai aimé aussi votre souci d'appliquer à la lettre les règles de l'APA, l'American Psychological Association, avec une bibliographie sélective dont la plupart des ouvrages sont des parutions récentes. 2000 et quelques 2000. J'ai aimé ça. Plus, vous avez fait le même effort, vous avez fourni le même effort dans l'élaboration de votre revue de la littérature. J'ai beaucoup aimé et je vous en félicite. Moi, j'interviens ici, moi je ne suis ni psychologue ni pédagogue. J'interviens en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire que mon rôle ici, c'est d'évaluer le travail sur le plan purement anthropologique. Et en vous disant, j'avais le grand plaisir de constater que non seulement vous avez suivi mon cours d'anthropologie culturelle, mais que vous avez appliqué judicieusement le contenu de ce cours-là. Vous parlez de la femme Luba dans la tradition avec perfection, comme si vous étiez anthropologue. Félicitations. Autre aspect, en lisant votre travail, comme je l'ai dit à l'occasion de la présidence, ça m'a rappelé mon sujet de dissertation à l'occasion des examens d'État. Moi, j'ai présenté les examens d'État en 72, quand le président Mobutu était en train de professer la politique de l'authenticité. C'était mon sujet. C'est-à-dire, le président Mobutu nous a interdit de parler de retour à l'authenticité. Et il a parlé plutôt de l'art privilégié, il professait plutôt le recours à l'authenticité. Ce qui implique un travail de tri, et dans la tradition, et
dans la modernité. Je crois qu'on en a parlé, vous voyez à peu près ce que je vais dire là. C'est-à-dire, tout ce qui est positif dans la tradition, face aux exigences du monde moderne, vous l'avez dit tantôt là, en réalisant aux questions du professeur Lubamba Kibambe. Et tout ce qui est bien de la modernité. Il ne faut pas gober la modernité sans discernement. Tout ce que l'Europe nous amène, le monde de l'Europe américain nous amène, on peut trier et voir ce qui peut nous aider à, n'est-ce pas, à nous mettre au standard du monde actuel, au lieu d'être en retard. Mais il ne faut pas gober, il ne faut pas métaboliser n'importe quoi. Parce que dans cette modernité, il y a aussi des tares. Il y a des tares. Les jours où vous avez fait l'Europe, je crois que vous avez constaté qu'en Europe, il n'y a pas que des fleurs, il y a des épines. Donc il ne faut pas tout gober, il ne faut pas tout copier, il ne faut pas tout singer. Vous l'avez démontré et c'est bon. Ça m'a rappelé mes vieux souvenirs dans ma dissertation aux examens d'État. Avant de terminer mes éloges, je voulais vous donner une information. À la suite de ce qu'on a fait comme débat avec les collègues au niveau de la présidence, il y a une semaine, j'ai suivi les informations de la France 24. Est-ce que vous savez que les grandes dames du monde sont en train de s'organiser pour que, après le mandat d'Antonio Guterres comme secrétaire général de l'ONU, que celui qui vient, que ça ne soit pas un homme, que ça soit une femme, comme dans l'Union européenne. La présidente de l'Union européenne, c'est une femme, donc qui gère toute la communauté européenne. C'est une grande révolution. Et ils ne veulent pas se limiter là-bas. Ils disent, dès qu'Antonio Guterres termine son mandat, le prochain mandat, ça doit être une femme. Comme ça, avec sa présence, le statut de la femme peut évoluer rapidement, n'est-ce pas, de manière exponentielle, parce que le statut de la femme pose problème. Ça pose problème. Donc quand j'ai suivi cette information-là, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à votre thèse. Mais en tout état de cause, tout ce que nous organisons comme assemblée sur la femme, sur le statut de la femme est marginalisée, chosifiée, nanania, nanania, nanania. Moi, quand j'y réfléchis, ça va, je me dis, la première opération à faire à l'avantage de la femme, pour qu'on cesse de verser dans l'idéologie de lamentation, c'est de la scolariser. Ça, c'est le premier pas. Une petite Congolaise qui voit le jour, il faut l'envoyer à l'école d'abord. Il faut qu'elle étudie pour ne pas être éternellement une charge pour ses parents, pour sa famille et pour son mari. Tant qu'elle n'a pas étudié, vous pouvez organiser des assemblées, crier, prendre des mégaphones, il n'y aura rien. Rien ne se passera. Ça, c'est la première opération. Telle est ma conviction et ça n'engage que moi-même. Cela étant dit, je vais chuter avec des... J'avais prévu 3 questions, mais mes collègues pédagogues, que je croyais pédagogues, commencent à empiéter sur ma piste d'anthropologue. Je ne sais pas trop bien pourquoi. Il y a le professeur, le distingué collègue qui vous a posé notamment une question sur les scarifications. Moi, j'avais prévu une question sur les scarifications. Il a été suivi par son collègue et ami, le professeur Lubamba, toujours sur la scarification. J'étais un peu jaloux, parce que ça, c'est mon domaine, ça, c'est de l'anthropologie culturelle. J'aurais aimé qu'ils vous posent des questions sur la pédagogie, mais que Dieu leur pardonne leur péché. Moi, j'ai fait. Voilà. Alors, ma première question, ma soeur, j'ai une petite question sur la méthodologie. Et j'avais prévu 2 questions sur l'anthropologie culturelle. Mais je vais éliminer la première question de l'anthropologie culturelle et puis je pose la deuxième. Première question, notez bien. Quelle est la différence qui existerait entre, quand on s'engage dans un travail comme celui-ci, quelle est la différence fondamentale qui existerait entre la question de départ et la question de recherche? Est-ce que c'est pareil, c'est la même chose ou c'est différent? Si tel est le cas, la différence c'est laquelle? Je rappelle, la question de départ d'une part et la question de recherche proprement dit. Deuxième question pour gagner du temps, j'élève le débat. Comme vous vous êtes aventuré dans ce domaine, moi aussi j'ai ma façon d'enseigner l'anthropologie culturelle, alors je vous amène sur ce terrain-là. Ma soeur, Gracia, quelle est votre lecture sur la pratique, sur cette pratique qu'on appelle l'excision, qui est encore de mise en Afrique de l'Ouest, principalement au Sénégal, au Mali, Burkina, Niger, pratiquement dans tout le Sahel, dans les pays du Sahel.
au Sahel en général. Quelle est votre lecture de la pratique de l'excision? Êtes-vous pour ou contre? Alors, je mets entre parenthèses la question sur les scarifications pour gagner du temps. Mais on peut toujours en discuter après. Mais retenez à la suite, en plus de ce que mes collègues ont dit, mes deux prédécesseurs ont dit, retenez pour la vie que, anthropologiquement parlant, les scarifications, au-delà de tout ce qu'ils ont dit, moi je vous parle en anthropologue, il y a 3 fonctions principales des scarifications. 1, l'identité. Ça va, on peut reconnaître le clan de quelqu'un à partir de moi, mes grands-parents de ça. 2, c'est la beauté, donc le renforcement de la beauté anatomique. Ça va, eux au niveau du visage et surtout au niveau du visage. Il y en a qui allaient jusqu'à inciser les dents. 3, c'est le plaisir sexuel, le renforcement du plaisir sexuel. Je ne voulais pas m'étendre là-dessus parce que je vois il y a des corps religieux ici. Je me limite là-bas. Je crois qu'on se comprend. Vous n'avez pas répondu à cette question. Je vous aide. Si vous voulez vous documenter, voyez-moi, je vais vous donner la documentation. Mais répondez à ces 2 petites préoccupations-là. Monsieur le doyen, président du jury, je me limite là-bas. Merci. Président du jury pour la parole. Et merci, cher professeur Elengesa, anthropologue. Je vais commencer par la 2e question. Vous voulez savoir ma lecture sur la pratique de l'excision, si je suis pour ou contre? Professeur, je suis contre cette pratique. Pourquoi? Quand la fille subit cette pratique, elle est rendue comme objet sexuel de l'homme. Donc elle ne ressent rien du plaisir, voire même du désir. Avant qu'elle n'arrive au plaisir, elle doit d'abord sentir le désir. Mais c'est cet organe-là qui aide à la femme, une fois excitée, à sentir ce désir, toucher, caresser, et elle pourra aussi arriver au plaisir. Mais si cet organe est amputé, la femme devient un objet sexuel. Donc l'homme peut l'utiliser et le tourne comme il veut, regarde ici, va là-bas, et pratiquement elle ne sent rien. Moi je suis contre cette pratique. La femme doit toujours rester naturelle comme Dieu l'a créée, pour son plaisir et pour le plaisir de son partenaire. Je suis contre, cher professeur. Mais parler de la différence entre la question de départ et la question de recherche. Professeur, dès le départ, nous nous posons déjà cette question de recherche. Donc c'est presque la même chose. Le départ, c'est ça le début de la recherche. Merci, cher professeur. Vous avez quelque chose, il reste 40 secondes. La question de départ, c'est la première angoisse existentielle. La première question que vous devez dire, ça m'intéressait quoi? Je dois trouver une explication. Cependant, lorsque vous commencez la recherche, vous lisez quelque part et vous faites une espèce de préenquête sur le terrain, ça précise davantage la question de départ. Donc c'est pas pareil. Attention, il faut lire Van Katmounoud, Guilly et Jacques Marquet. La question de départ, c'est la question de départ, mais qui sera précisée à travers une petite lecture et une petite préenquête sur le terrain. Voilà, gardez ça pour la vie. Oui. Éminent président du jury, merci pour ce temps de parole que vous nous accordez. Distingués membres du jury, collègues académiques et très chers invités, de prime abord, qu'il me soit permis de remercier monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi ainsi que tous les membres du comité de gestion pour avoir avalisé ma désignation comme membre de ce jury d'évaluation de la thèse présente. C'est avec un profond respect et un immense honneur que je tiens donc à évaluer cette thèse portant sur le curriculum de l'éducation traditionnelle de la jeune fille Louba du territoire de Bukama et son intégration sociale. Mais avant d'entamer mon évaluation, permettez-moi de
souligner quelques aspects de cette étude en mettant en exergue évidemment les forces et en abordant de manière éclairée les points qui méritent réflexion. S'agissant des forces de l'étude doctorale sous examen, primo, l'étude se distingue par sa concentration perspicace sur l'impact du curriculum de l'éducation traditionnelle de la jeune fille et son intégration sociale, démontrant ainsi une pertinence évidente dans un contexte socioculturel particulier, en l'occurrence le territoire de Bukama, évidemment qui est en pleine mutation au regard de l'éducation moderne. Segundo, la chef des travaux a adopté judicieusement des méthodes qualitatives et quantitatives, offrant ainsi une vision holistique et approfondie du sujet sous examen. Et les tendances générales de toutes les femmes interrogées constituent une grande expérience par rapport à l'étude menée. Tertio, les instruments de recherche tels que les entretiens qu'elle a eu à mener, les questionnaires, l'observation directe ainsi que l'analyse des contenus ont été donc choisis et utilisés avec discernement, renforçant subséquemment la robustesse méthodologique de cette étude. Quarto, l'approche contextualisée envers la culture Luba dénote une compréhension approfondie du contexte spécifique de la jeune fille de Luba de Bukama, soulignant donc les nuances culturelles et les valeurs africaines qui disparaissent à petit feu alors qu'elles devaient être sauvegardées. Et c'est là que nous saluons votre travail, dans le sens où ça permet de faire intégrer toutes ces valeurs qui tendent à disparaître dans les sciences de l'éducation pour faire évoluer non seulement l'ethno-éducation, mais aussi le milieu, à savoir Bukama. Quinto, de l'ethno-éducation à l'afrocentrisme, la participation dans cette étude de toutes ces femmes membres de la communauté Luba dans le processus de recherche, à travers les entretiens, l'observation directe, confère à la présente thèse une perspective locale authentique, originale, disais-je, ancrée sur les réalités africaines vécues, à sauvegarder, comme je l'ai dit, et à valoriser à tout prix. Madame, après vous avoir jeté tant de fleurs, il me reste le pot. Souffrez que je parle des limites. La première, du point de vue méthodologique, votre étude, je suis sûr qu'elle est difficilement généralisable. Du point de vue épistémologique, l'étude devrait relever les préjugés potentiels de la chercheuse que vous étiez ou que vous êtes sur les résultats, car elle-même fille Luba qui étudie les femmes Luba. N'y avait-il pas interférence? Et en tant que scientifique, vous devriez mettre ça, si pas au niveau de la méthodologie, de la discussion des résultats, cette influence interpersonnelle dans l'analyse et l'interprétation des résultats. Troisièmement, du point de vue pratique, l'étude devait démontrer plus en détail les implications utilitaires et les applications potentielles des résultats dans le contexte étudié. C'est là qu'intervenait la question du professeur Lugamba. Comment les femmes de Bukama, je suis le professeur Kalega Montezé aussi, comment ces femmes vont entrer en possession de vos résultats, vont en être bénéficiaires. En conclusion, donc, mon analyse présente une contribution significative à la compréhension de l'étude sous examen sur la jeune fille Luba par rapport à l'éducation traditionnelle, en soulignant évidemment ses forces et identifiant des axes de réflexion. Je viens donc de démontrer mon engagement envers l'excellence académique et la progression des connaissances dans ce domaine crucial. Éminent président du jury, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis d'échanger avec la chef des travaux Kayumba Soba sur certaines questions demeurées pendantes dans mon cerveau. C'était, pourriez-vous aller à la page 2,
lire et commenter chacun des intérêts que vous avez présentés. Autrement dit, moi ça m'a tiqué, si vous étiez à ma place, qu'est-ce qu'il faudra corriger dans ces intérêts-là? C'est la première question, je sollicite du tac au tac. Les chercheurs, merci Monsieur le Président de la parole m'accorder et merci professeur pour la question posée. Les chercheurs qui vont s'intéresser à cette étude pourront améliorer là où nous avons failli et pourront, à partir de nos résultats, enrichir le leur. Je vois rien là. Où sont vos failles et quel enrichissement vous préconisez? Quand on parle de l'intérêt scientifique, on voit le domaine de recherche, à savoir l'ethno-éducation. Qu'est-ce que vos résultats vont apporter comme un plus à l'ethno-éducation? Ne donnez pas encore le travail aux autres chercheurs pour qu'ils viennent d'abord lire votre travail, découvrir vos failles et enrichir. Quelles failles vous pouvez me proposer si moi-même je devais mener la même étude chez l'État, par exemple? Merci, professeur. Oui. Je dirais ceci. La science est discutable. Ce que moi je peux trouver comme correct, une autre personne peut venir et dire que ce n'est pas ça. C'est dans ce sens-là où j'ai mis ces écritures. La science se discute. Elle n'est pas absolue, cher professeur. Merci. C'est votre travail. Vous auriez dû quand même nous orienter par rapport à l'ethno-éducation. Continuons. L'ethno-éducation, et c'est ce modèle que je vous ai présenté. C'est ça même notre contribution. Que notre chercheur pourra venir analyser les éléments et dire non, moi j'ai apporté. Mais peut-être quelqu'un d'autre pourra venir et analyser et dire que ça ne peut pas convenir. Ça aurait été intéressant si au niveau de l'intérêt scientifique, vous aviez mentionné cela. Par exemple, c'est que nous comptons ou nous proposons un modèle réfléchi qui va être profitable à tous les chercheurs en ethno-éducation. Ça, c'est l'intérêt scientifique. Mais si vous dites, là où nous avons failli, vous demandez donc à tout un chacun de venir voir là où vous avez failli et de compléter. Soyez donc précise. Merci, professeur. Je vous en prie. La deuxième question, est-ce que vous pouvez m'expliquer la théorie fondamentale qui sous-tend votre thèse? En quelques mots. La théorie fondamentale qui soutient ma thèse, c'est cette théorie du curriculum de cette jeune fille Louba du territoire de Bukama, comme c'est mentionné, intégrant ses valeurs traditionnelles et modernes, pouvant lui permettre son épanouissement ou son intégration. C'est ça, cher professeur. La troisième et dernière question. Quand je lisais votre texte, un ami m'a appelé. Il est aussi Louba, mais il n'est pas de Bukama. Comme vous le savez, il y a les Louba aussi de Tanganyika. Voici son inquiétude. Son épouse est partie, voici une semaine. Mais curieusement, elle a appelé pour lui dire je vais rentrer. Alors qu'elle avait pris toutes ses clics et claques, elle est rentrée chez ses parents. Mais curieusement, la femme de ménage s'est opposée au retour de l'épouse de mon ami. Et je me suis dit, comme je suis en train de parcourir un texte qui parle de l'éducation traditionnelle, l'ancienne de l'éducation, la femme, et auprès de vous en tant qu'experte, sûrement aujourd'hui, le soir, je lui apporterai une bonne nouvelle. Quelle serait votre lecture et qu'est-ce que je peux dire à mon ami? Parce que il ne sait pas où se situer. Je vous informe qu'il est aussi de Loubamé, de Manon. Allez-y. Merci, professeur, de cette préoccupation. Qu'allez-vous dire à son homme concernant le départ de sa femme qui a tout pris d'elle-même? Mais selon la tradition Louba, quand la femme sort d'elle-même sa valise pour rentrer, il faut qu'on tienne un conseil. Hein?
On appelle les oncles, les tantes, les ceci, de cela. Mais comment elle est sortie? Elle a sorti d'elle-même la valise. Mais si c'était l'homme qui l'avait chassée, ben, quand on veut chasser la femme, on prend le malaxel, on jette. Mais si c'était l'homme qui l'avait chassée, que l'homme allait chercher cette femme, elle allait rentrer sans problème. Comme elle est partie d'elle-même, en faisant sortir sa valise, ça, il faut que les anciens s'asseyent, hein, pour décider de son retour. C'est ça, cher professeur. Merci, c'était une question piège. Je pensais que vous allez vous intéresser à la femme de ménage. Espérons qu'elle est aussi Louba et qu'elle a été initiée. Voilà pourquoi elle s'est opposée au retour de sa patronne. J'ai fini, monsieur le président du jury. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vous prie de faire le même exercice, de déclencher le chronomètre. C'est à mon tour. Le président du jury donne la parole au professeur Kalumba. 15 minutes, y compris les réponses de la candidate. Je vous remercie, monsieur le président, pour la parole que vous m'accordez. Je vous promets de respecter le temps. Madame Kayumba Soba, après plusieurs jours d'insomnie, nous pensons qu'à l'issue de la décision du jury, que je n'influence pas, vous serez heureuse de passer des nuits de sommeil, de récupération. Mais je voudrais commencer par vous féliciter pour la bravoure et aussi pour avoir mené une recherche bio. Je dis bio, pourquoi? En pédagogie, il y a plusieurs théories. Vous ne vous êtes pas limité à comparer la théorie de Jean-Jacques Rousseau à celle de Maria Montessori, ou de comparer l'approche par objectif à celle de l'approche par compétence, mais vous êtes allé sur le terrain pour mettre en pratique toutes les connaissances que vous avez apprises pendant 5 ans. Et ces connaissances, je vous le dirai, ont été appréciées sous d'autres cieux. Dans une séance de pédagogie universitaire, les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, vous avez posé une question sur l'état d'avancement de votre thèse de doctorat. En lui répondant, vous avez commencé à parler de la quintessence de votre thèse de doctorat, et notamment en abordant les initiations traditionnelles. Et vous vouliez aller en profondeur, mais dans son humour légendaire, le recteur Kishiba avait dit « n'entrez pas dans les détails, je sais où vous voulez en arriver ». C'est-à-dire que vous étiez prête à entrer, à montrer la maîtrise de votre domaine de recherche. Un deuxième point pour lequel je vous félicite, lors de mon séjour montréalais, c'est-à-dire à Montréal, je suis passé aussi à l'université Laval où j'ai rencontré Denis Savard qui m'avait très bien accueilli, avec qui nous avons très bien échangé. Celui-ci est resté marqué par votre séjour à l'université Laval. Il avait loué vos capacités intellectuelles et votre bonne formation. Cela m'avait beaucoup réconforté pour contredire tout ce qui croit que les universités congolaises ne forment pas convenablement les élites. Il m'avait dit, monsieur le doyen, les gens qui viennent de chez vous sont très bien formés. Et il faisait allusion à vous, à Moulangwa et aussi à Tungubo, d'heureuse mémoire. Je saisis cette opportunité, occasion faisant les harengs, exprimer ma gratitude au recteur honoraire Tchabo Mumba, présent dans la salle, qui a connecté notre faculté aux universités canadiennes. Je voudrais les rassurer que cette coopération n'est pas éteinte. Nous continuons à la raviver
et à la maintenir. Lui, il avait facilité lors de son mandat à l'octroi des bourses au candidat Kayumba Soba, que vous êtes, et Moulangwa Ouamulangwa, que j'ai rencontré aussi à Québec, mais qui est aussi en train de parachever sa thèse de doctorat qui a lieu, qui aborde les aspects de l'éducation, de l'environnement. Troisième volet, Madame Kayumba, vous êtes la première femme à soutenir la thèse aujourd'hui devant le public dans le département des sciences de l'éducation. Je vois le chef de département en train de secouer la tête. Si j'étais lui, je lui aurais aujourd'hui offert une chèvre pour avoir brisé ces tabous féminins qui liaient les femmes en sciences de l'éducation. C'est-à-dire, en psychologie, nous avons déjà 4 doctorats des femmes, d'autres sont en téléchargement cette année. Mais vous, vous êtes la première, non seulement à soutenir la thèse en sciences de l'éducation, mais aussi à offrir cette série de thèses pour cette année académique 2024. Tous les thésards qui sont ici, je les encourage à aller approfondir et rédiger plusieurs pages cette nuit afin de pouvoir atteindre cet objectif de la faculté, de soutenir toutes les thèses en veilleuse cette année 2023-2024. Mais nous avons échangé avec vous plusieurs fois, plusieurs questions vous ont été posées dans la pré-soutenance. Je ne suis pas membre du comité d'encadrement, donc je dois, à la dernière étape, essayer de vous secouer sur l'arbre où vous êtes maintenant pour voir si vous n'allez pas tomber et résister en tenant les branches qui sont à votre portée. Première question. Quelle différence faites-vous entre l'initiation et l'éducation? Quelle différence faites-vous entre l'initiation et l'éducation? Deuxième question. Dans les curricula que vous nous avez présentés, il y a les curriculums sur le plan sexuel, sur le plan moral, là, sur le plan culturel, etc., sur le plan social, sur les croyances religieuses. Quelles sont les mentions inutiles qu'il faut biffer? Est-ce que tout est bon dans l'éducation traditionnelle? Qu'est-ce qu'il faut biffer en français facile? Que faut-il enlever pour que l'éducation traditionnelle s'adapte au contexte actuel de la modernité avec toutes les impositions technologiques qu'elle nous démontre? Dernière question. Vous êtes scientifique. Le professeur Loubamba, il est chamboui, il a essayé d'entrer dans les détails, mais c'est la même aussi attitude que je voulais que vous adoptiez en tant que scientifique en entrant dans les détails. Sur les curriculums présentés au tableau 3, le chapitre 4, les résultats, vous parlez harmonisation des organes génitaux. Et puis, mouvement sexuel au lit. Mais je suis resté sur ma soif parce que vous avez dit dans l'explication différents mouvements effectués lors des rapports sexuels dans le but de satisfaire l'idée. Quels sont ces mouvements-là? Vous pouvez les décrire de manière à ce que ceux qui sont ici puissent aussi apprécier ce qui se faisait dans l'éducation traditionnelle. Je l'ai dit parce que vous l'avez mentionné. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Merci, cher professeur, pour les questions posées.
La première, vous voulez savoir la différence entre l'initiation et l'éducation. L'initiation, c'est une partie de l'éducation. L'éducation, c'est ça, je dirais, les persos des différents programmes que nous avons détaillés dans notre travail. Donc l'initiation, c'est juste une partition qui entre dans l'éducation, comme par exemple l'éducation morale, l'éducation sexuelle. Dans cette éducation sexuelle, c'est là où il y avait cette initiation. Et de cette initiation découle l'harmonisation des organes génitaux et les mouvements sexuels au lit. Parler de l'harmonisation des organes génitaux, que veut dire? Dans l'éducation traditionnelle, avec l'initiation, on initiait aux filles de pouvoir allonger leurs petites lèvres, voire même les clitoris. C'était pour permettre à la fille, dans le temps jadis, qui ne mettait pas par exemple le caleçon, mais si les petites lèvres sont allongées, ça pouvait aussi servir de protection contre les infections. C'était ça d'abord, premier rôle. Et deuxième rôle, c'était aussi les petites lèvres dans l'étape préliminaire, avant qu'on arrive au rapport sexuel. L'homme pouvait se servir de ces petites lèvres pour exciter sa femme. Et ainsi de suite. Ainsi que le clitoris. Mais le mouvement sexuel au lit, on apprenait aux filles comment bouger au lit pour la satisfaction des deux partenaires, pas seulement pour l'homme, des deux partenaires. Si l'homme montait, la femme pouvait descendre. Si l'homme descendait, la femme pouvait monter. Donc cette compénétration pouvait arriver à la satisfaction des deux partenaires. Des fois, on leur apprenait comment bouger de droite ou de gauche. Au milieu, c'est comme si la femme écrasait les boules qui se trouvent dans le foufou. De la façon dont on prépare le foufou, c'est comme ça qu'on initiait ces filles-là à pouvoir se rencontrer avec son homme dans les lits conjugales. Parce que moi, je me souviens avec notre grand-mère, autour du feu, paix à son âme, quand elle venait, des fois, elle nous réunissait, nous filles, avec nos frères garçons. Elle demandait à nos frères garçons de battre le tam-tam. Elle nous demandait, nos filles, de pouvoir danser. Des fois, quand on dansait, on nous disait, non, 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 mon nom que j'ai c'est-à-dire, dans la langue des Anglais. Vous pouvez traduire? La fille ne doit pas bouger comme tu bouges, tu dois bouger ainsi. Donc elle nous démontrait. Pour nous, on ne savait pas que c'était de l'initiation, parce que ce n'était plus à cette époque-là en vogue. Donc elle venait autour du feu, avec le tam-tam, accompagnée des tambourins, elle fout les filles, elle nouait les pagnes dans l'âge, on nouait. Et on dansait. Non, ce n'est pas comme ça. Allez comme ça. La fille doit bouger comme ça. C'était pareil. Maintenant, avec... Qu'est-ce qui va dans l'éducation traditionnelle? Qu'est-ce qu'on peut enlever qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on peut enlever ce qui n'est pas bon? Cher professeur, dans le temps jadis, tout était bon. Parce qu'on a toujours dit, autre temps, autre mœurs. Moi, ce que je peux peut-être demander d'enlever dans l'éducation traditionnelle, qui semble toujours enfermer la femme, c'est cette considération-là, comme femme qui doit toujours être à la cuisine, qui doit toujours faire, son rôle, c'est faire les enfants. Non, ça, ce n'est plus en vogue. Ce que je peux encore, que je demande qu'on peut enlever, comme je l'ai suggéré et proposé dans ce modèle-là, c'est cette soumission sans réfléchir. La femme ne savait même pas à quoi elle devrait se soumettre. Mais la soumission doit être quand même réfléchie. Comme nous avons dénommé ce curricula, un curricula réfléchi. La femme doit savoir à quoi
soumettre. C'est un être aussi, qui mérite aussi de la considération et du respect, pas la traiter comme un objet. Autre chose, c'est cette privation de parole et de décisions à prendre, surtout concernant sa vie. La fille veut étudier, non, papa qui dit, je vous ai trouvé le mari. Tu n'étudies pas d'ailleurs, tu es femme, tu es fille, on doit te marier. Alors la femme ne sait à quel sens se vouer. Elle accepte malgré elle. Mais à l'intérieur, elle voulait peut-être poursuivre ses études et être quelqu'un dans la vie pour pouvoir contribuer au développement de la nation, etc. Je dis, je vous remercie. Pourquoi vous les avez cachés? Hein? Mettez ça dans la thèse. Je préfère que dans la version finale, que ces explications-là apparaissent. Vous n'aurez plus honte de parler. Merci. Alors, ceci étant, je vais donner la parole avec l'autorisation du président de la séance. Oui, au suppléant, membre suppléant, professeur Mukembe Kisakasaka. Vous pouvez vous approcher ici. Vous avez 5 minutes, y compris les interventions de l'impétrante. Je vous informe que j'ai respecté le temps. Ceux qui l'avaient chronométré, oui. C'est ma joie parce que nous avons... Avant, j'étais seul ethnologue, éducateur, mais il y a aussi la sœur Grâce et je suis très content. Là que je ne suis pas content, c'est parce qu'elle parle du curricula de l'éducation traditionnelle. Or, dans ces curricula, il y a des approches de transmission des connaissances. Par exemple, l'approche de transmission des connaissances par les interdits. Donc, si on était dans les milieux traditionnels, elle ne pouvait pas se comporter comme elle se comporte. Elle a tout dit. Ce qu'elle ne devrait pas dire, ma soeur, vous aussi. J'ai une seule question. Quand bien même que vous avez péché contre les interdits, une seule question. La jeune fille Louba, initiée traditionnellement, est-ce que réellement elle peut donner le bonheur à un beau jeune garçon, Bemba par exemple? La jeune fille Louba, initiée traditionnellement, peut-elle donner le bonheur à un beau garçon Bemba? C'est l'unique question que j'avais, Monsieur le Président, comme je vous ai promis que je ne serai pas long. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de la parole. Merci, cher professeur, pour la question posée. Vous voulez savoir si cette fille Louba, initiée traditionnellement, peut-elle donner de bonheur à un garçon Bemba, n'est-ce pas? Monsieur le professeur, mais le bonheur, peut-être sur plusieurs aspects. Mais si c'est sur l'aspect de l'initiation sexuelle, mais pourquoi il n'y aura pas de bonheur? Parce que l'homme va jouir, peut-être jusqu'à crier, tout haut. Donc il y aura toujours du bonheur sexuel. Et cet homme sera, je ne sais pas, ravi d'avoir rencontré cette fille Louba, initiée traditionnellement. Merci, cher professeur. Pour que vous puissiez nous autoriser afin de nous retirer et de libérer à huis clos. Le 26 janvier 2024, les membres, les secrétaires et le président. Voilà le grade académique. Nous, professeur ordinaire Malemba Nsakela Gilbert, secrétaire général chargé de la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Lubumbashi. Vu le procès verbal du jury chargé par nous de procéder à l'organisation de l'épreuve de doctorat en sciences de l'éducation
de Madame le chef de travaux Kayumba Nsoba Gracia, attendu que toutes les dispositions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1981, telle que revue par l'ordonnance loi numéro 82/003 du 6 février 1982, modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance loi numéro 085/012 du 29 mars 1985, spécialement son article 6, relatif à l'appellation des grades académiques aux universités, ont été rigoureusement respectés, conférant à Madame le chef de travaux Kayumba Nsoba Gracia le grade de docteur en sciences de l'éducation, en foi de quoi nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'elle a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. Fait à Lubumbashi, le 26 janvier 2024, pour le recteur de l'université de Lubumbashi, le secrétaire général chargé de la recherche, Malemba Nsakila Gilbert, professeur ordinaire.
l'a réfléchi, que nous avons protégé. C'est un instrument capable de pouvoir intégrer la fille dans la société congolaise. Parce qu'une fois appliquée auprès de filles, je dirais même en général, pas seulement des filles du territoire de Bukama, parce que nous parlons enfants. C'est un modèle qui contient les valeurs traditionnelles, les valeurs modernes, mises ensemble que nous avons jugées conformes, pouvant permettre à cette jeune fille de pouvoir s'intégrer. Vous conviendrez avec moi que nous avons perdu repère. La fille actuelle a perdu repère. Elle pense que tout ce qui est traditionnel est épine. Non, tout ce qui est traditionnel n'est pas épine. Ou tout ce qui est moderne n'est pas rose. Partout, il y a toujours des épines et des roses. C'est à nous de sélectionner là où il y a des roses, mettre ensemble. S'il y a la rose dans l'éducation traditionnelle, nous la prenons. S'il y a la rose dans l'éducation moderne, nous la prenons et nous les mettons ensemble. Et pour le développement de la nation, et surtout pour l'épanouissement de cette jeune fille Louba du territoire de Bukama. C'est un peu ça. Pouvez-vous nous décrire ce curricula déjà et ces branches que vous les avez expliquées dans votre texte? Oui. Pouvez-vous nous décrire ce curricula? Ce curricula comporte les valeurs traditionnelles et les valeurs modernes que nous avons jugées, comme je viens de le dire, les valeurs que nous avons jugées conformes. Par exemple, nous avons la valeur de justes et coutumes, l'observation des justes et coutumes. Nous avons perdu repère. On ne sait plus nous découvrir, même ailleurs où nous allons. On ne sait plus nous dire, ou nous identifier parce que nous avons perdu ça. La fille Louba doit être caractérisée par l'observance de ses justes coutumes, qui pourra la caractériser des autres filles. Par exemple, il y a la valeur d'accueil. Dans la communauté, jadis, c'est une communauté qui était caractérisée par l'accueil parce que tout le monde ne se sentait pas étranger dans cette communauté Louba. C'est pour vrai faire le repas et le mettre en dessous d'un arbre. Même le passant, un étranger qui se sentait affamé pouvait s'approcher, se laver les mains, manger et par après partir. Il y a aussi par exemple la valeur d'entraide. L'Africain est caractérisé par cet esprit d'entraide parce que le malheur qui frappe l'autre, un jour ça pourra toujours me frapper, surtout dans le moment difficile.